Donc j'ai aujourd'hui 2 heures, demain 1 heure, d'un certain nombre de cours de pharmacologie particulièrement importants. Il y a peu d'heures de pharmacologie pour raconter beaucoup de choses. Vous pouvez télécharger mes diapos, il n'y a aucun problème. Vous aurez des TD et vous aurez un ED, un ED, pas un TD, vous aurez un ED pour les maladies cardiovasculaires et un ED pour les maladies rénales, où on vous apprendra à raisonner sur les interactions médicamenteuses, les effets indésirables et l'efficacité des médicaments. Oh, vous écoutez, vous êtes concentrés parce que là, il faut se concentrer, c'est pas facile, et j'ai essayé de vous faire simple. La première chose que je veux vous dire, c'est écrivez vos copies d'examen comme on attend que vous écriviez en 2e année d'université, ce qui est le cas. Que vous sachiez des choses, que ce soit intelligent, que vous respectiez le correcteur et votre enseignant. Et vous voyez, ici, il y a eu un 20 sur 20 parce que l'écriture était immédiatement lisible, tout y était et c'était intelligent. Vous avez aussi un 20 sur 20 parce que c'est impeccable, tout y est. C'est pour ça qu'on pose des questions rédactionnelles courtes, c'est que c'est vraiment le moyen le plus simple de savoir si vous avez compris. Alors, vous voyez, vous pouvez avoir 20 sur 20, mais vous pouvez avoir 0. Et ce qu'on ne veut pas lire, c'est ça. C'est-à-dire que ça vous fait rire, mais vous n'imaginez pas la quantité de copies qu'on a, qui est inadmissible en 2e année d'université. Ça veut dire que votre esprit est aussi confus que toutes ces ratures, que vous ne savez pas, que vous cherchez à gratter des points, enfin bref, qu'il n'y a pas de logique. Sachez aussi que nous ne sommes pas idiots et que quand à la place 199 et à la place 201, qui sont juste au-dessus de l'autre, on retrouve quelque chose qui est totalement improbable. Les IEC entraînent une hyperexcitabilité cardiaque de phase 4, je ne sais pas où c'est fait le court-circuit, hein, et qu'on retrouve exactement la même chose sur le petit copain qui était juste de l'autre côté, on voit immédiatement qu'il y a eu de la triche. Ça peut aller très loin. Donc faites très attention. Et puis ensuite, il y a les farfelus. Les farfelus nous amusent, mais n'entraînent aucune compassion. Celui-là aura malgré tout 0. Spironolactone, j'ai un petit trou de mémoire, à savoir si est-ce que c'est un diurétique de Lens, un épaneur potassique. Je vais donc décrire les deux. Demandez à un pilote d'avion s'il ne sait pas s'il faut remettre les gaz ou les enlever. D'accord ? Et puis alors ensuite, il y a des artistes. Bon, je suis désolé, c'est sur vous que ça tombe, je vais essayer d'être sérieux, etc. Quand elle va me rendre copie blanche et partir en avance. Voilà. Donc il y a de la poésie ou la recherche de compassion, ça ne marche pas, ça fait quand même 0. Mais bon, bref, dans un lot de copies, ça nous détend. Hein ? Donc merci de nous avoir fait rire, mais bravo pour votre talent, mais bon, a priori, vous n'êtes pas tout à fait là pour ça. Donc souvenez-vous, écrivez des copies, pas de rature, un bon stylo. L'écriture est fluide, la pensée est fluide, parce qu'on sait et qu'on a réfléchi avant. Alors les cours que je vais vous faire en pharmacologie vont être toujours basés sur le même schéma. J'ai 3 cours à vous faire là, en 2 heures. Les antagonistes calciques, les dérivés nitrés et la digoxine. Et je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, en général, je vous donne les bases pharmacologiques des indications. Base pharmacologique des indications, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on parle de la maladie, de sa physiopathologie et de la cible. Puis ensuite, on rentre véritablement dans ce qu'on appelle la pharmacodynamie. Dynamie égale l'effet, et l'effet en fonction du temps. Et puis ensuite, on parle un peu, pas toujours, de pharmacocinétique, c'est-à-dire d'évolution des concentrations plasmatiques dans le temps, seulement si c'est vraiment utile, et pratiquement toujours des effets indésirables et des contre-indications.
En général, vos cours sont très orientés vers la pharmacologie clinique, c'est-à-dire que la pharmacologie étant immense, on ne vous sélectionne que ce que vous est directement utile pour soigner les malades. Donc ça peut vous paraître parfois particulièrement touffu. Eh bien, je vous apprendrai chaque fois et je vous dirai comment trier ce qui est l'information essentielle. Alors on va commencer par les bases pharmacologiques des indications. Et avec les antagonistes calciques, vous avez deux indications. Vous avez l'hypertension artérielle, près de 10 millions d'hypertendus en France, maladie très courante, et deux, l'insuffisance coronaire, probablement 3 millions d'hypertendus en France. Donc l'hypertension artérielle, vous pouvez retenir quelque chose qui est très simple et qui est basé sur la loi de Poiseuille, qui est que la pression artérielle moyenne, vous savez déjà pertinemment que la pression est pulsée, mais vous pouvez retenir l'air sous la courbe, c'est la pression moyenne. La pression moyenne, eh bien, c'est le produit du débit cardiaque par les résistances périphériques. Chaque fois que j'écris des abréviations, je vous mets l'explication entre parenthèses. Et l'objectif thérapeutique, quand on traite l'hypertension artérielle par des antagonistes calciques, eh bien, c'est de baisser les résistances périphériques totales par vasodilatation. On va dilater les artères. Donc vous voyez déjà la façon dont ça fonctionne. Je vous parlerai éventuellement de bêta-bloquants, d'inhibiteurs d'enzymes de conversion et de diurétiques, les quatre grandes classes, et de diurétiques, oui, les quatre grandes classes d'antihypertenseurs, eh bien vous verrez que l'action sur ces deux paramètres est variée. Mais là, en l'occurrence, vous pouvez cibler les antagonistes calciques sur les résistances périphériques totales. La deuxième indication, c'est l'insuffisance coronaire. Angor, angina pectoris. Qu'est-ce que c'est que l'angine de poitrine? C'est un déséquilibre entre des besoins en oxygène et des apports en oxygène. Vous avez déjà eu des cours là-dessus, mais moi je ne reprends de vos cours de physiologie et de physiopathologie que ce qui intéresse directement les médicaments. Donc ce déséquilibre, il est lié le plus souvent à une limitation des apports. C'est-à-dire que vous avez une sténose, un rétrécissement d'une artère coronaire qui va limiter le débit sanguin coronaire et qui va limiter le débit vers le muscle cardiaque. Donc il va limiter les apports en oxygène. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque les besoins vont augmenter, MVO2 veut dire consommation d'oxygène, vous devez reconnaître ce sigle. Eh bien, lorsque la consommation d'oxygène augmente, par exemple au cours d'un effort, court après l'autobus, on monte des escaliers 4x4, on rentre chez soi avec un panier de commissions particulièrement chargé, alors que l'ascenseur est en panne, un effort important, et là, les besoins excèdent les apports. Alors ce qui est important, c'est de comprendre ce qui va augmenter la consommation d'oxygène. Alors vous avez essentiellement trois facteurs. Donc là, c'est un peu à la limite entre le P2 et le D1, D2, mais au moins vous l'aurez pour la suite. Quels sont les facteurs? Premièrement, ce qu'on appelle la tension pariétale. Et la tension pariétale, si vous venez de l'équation de Lamé, que vous avez appris, à mon avis, l'année dernière ou il y a 2 ans, en terminale, c'est T égale PR sur H. La tension est tangentielle. Ici, et vous voyez que cette tension tangentielle, c'est le produit d'une pression, du rayon et d'une épaisseur. Alors, à quoi correspond la pression? La pression est maximum ici, lorsqu'il s'agit de la pression télésystolique du ventricule gauche. C'est ce qu'on appelle la pose-charge. Vous avez appris ça dans vos cours de physio. Le cœur éjecte, il éjecte dans un système qui a une certaine résistance. On dit que c'est l'impédance, puisque c'est la résistance à un débit pulsatile. Eh bien, au niveau de la pression télésystolique du ventricule gauche, là, vous avez le maximum de la valeur de P, et donc de la tension, et donc de la consommation d'oxygène. Donc vous pouvez imaginer que lorsqu'il y a une montée de tension, eh bien, il y a une augmentation de la consommation d'oxygène. Votre deuxième facteur, c'est R. R, c'est le rayon.
R, en fait, c'est de la précharge. Et le maximum de la précharge, c'est le maximum de volume du ventricule gauche. Donc, c'est le volume télédiastolique du ventricule gauche. Donc, c'est le maximum de remplissage et de distension du ventricule par remplissage. Ces deux-là, vous voyez que télédiastolique et télésystolique n'arrivent pas au même moment, bien sûr, mais je vous donne les moments où ils sont maximum. Et puis H, qu'est-ce que c'est? C'est l'épaisseur du ventricule, et vous entendrez parler d'hypertrophie ventriculaire gauche. L'hypertrophie ventriculaire gauche, c'est pour adapter le cœur à une augmentation de tension. Alors maintenant, le deuxième facteur qui est important, c'est la contractilité. Et le troisième, c'est la fréquence cardiaque. Mais bien souvent, vous pouvez les lier. Contractilité et fréquence cardiaque vont ensemble. C'est un phénomène bêta-1 adrénergique. C'est une augmentation des catécholamines plasmatiques. À l'effort, on augmente la fréquence cardiaque et on augmente la contractilité. Donc voilà les trois grands facteurs de consommation d'oxygène. Et vous comprenez un peu avec ça les manifestations d'angor. Alors qu'est-ce que c'est que l'angor? L'angor, eh bien, c'est une souffrance du myocarde qui n'a pas assez d'oxygène par rapport à ses besoins et qu'il souffre, et donc il y a douleur. Alors, comment traiter l'angor? Eh bien, soit on augmente l'oxygène, soit on diminue la consommation. L'augmentation de l'oxygène, globalement, ça peut être la levée d'un spasme. Et là, on verra tout à l'heure avec la trinitrine, les dérivés nitrés, que ce sont des médicaments qui lèvent très efficacement le spasme. On peut vasodilater les artères coronaires. Et c'est ça qu'on va faire avec des dérivés nitrés, avec aussi les antagonistes calciques. On peut lever la sténose. Donc vous avez entendu parler d'angioplastie coronaire, mais aussi de pontage aortocoronaire. Et puis on peut développer la circulation collatérale pour faire des shunts. Et ça, c'est essentiellement l'exercice. Donc vous voyez que dans l'augmentation des apports, il y a deux moyens qui sont pharmacologiques et thérapeutiques, non pharmacologiques, c'est-à-dire médicaments, qui sont la levée du spasme et la vasodilatation des artères coronaires. Et puis ensuite, il y a la diminution des besoins par diminution de la consommation d'oxygène. Et vous verrez de quelle façon on peut diminuer la consommation d'oxygène aussi. Alors maintenant, on a trois groupes d'antagonistes calciques et malheureusement, j'aime pas trop vous donner trop de noms de groupes pharmacologiques ou de dénominations communes internationales, mais j'ai souligné en rouge le minimum requis. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ces trois groupes? Parce que ils n'auront pas les mêmes interactions avec d'autres médicaments, en particulier bêta-bloquants. Ils n'ont pas tout à fait le même mécanisme d'action, vous allez comprendre vite pourquoi. Et donc on va être obligé, chaque fois, vous allez être obligé, mais nous on le fait comme cliniciens, chaque fois qu'on pense antagoniste calcique, on se dit « Ah oui, mais lequel ?» Est-ce que c'est une dihydropyridine, DHP, les plus fréquemment prescrits? Il y en a une dizaine de médicaments commercialisés. Ou est-ce que ce sont le verapamil ou le diltiazem? Le verapamil appartient à la classe des phénylalkylamines et le diltiazem appartient à la classe des benzothiazépines, TH, à ne pas confondre avec la classe des benzodiazépines, comme le Lexomil par exemple, ou le Valium. Donc retenez peut-être, ceux qui ont une grosse mémoire, vous retenez les 9 noms bien sûr, mais ceux qui ont moins de mémoire, en priori, vous retenez verapamil, et je vais l'appeler grand V dans les diapos qui suivent, diltiazem, grand D, et puis l'anifédipine et le chef de file de la classe des dihydropyridines. Nifédipine, ça s'appelle Adalat ou chronoadalat dans le commerce. Amlodipine s'appelle Amlor. Verapamil s'appelle Isoptine et diltiazem s'appelle Tildiem. En pharmacologie, on raisonne beaucoup sur les dénominations communes internationales. Ça permet, lorsque vous avez bien mémorisé ces dénominations internationales, de vous en sortir après quand on vous parle de générique. Donc je préfère toujours que vous me citiez dans les copies les DCI. Mais si vous avez plus de facilité pour retenir les formes commerciales, moi, ça ne me gêne pas trop. Alors pourquoi est-ce que je vous ai opposé
ces trois classes. D'emblée, pour vous dire qu'il y en a deux qui vont se comporter de façon à peu près voisine, verapamildiltiazème, et puis la troisième, nifedipine, que vous allez opposer. Ça va, vous avez noté le tableau? De toute façon, vous pourrez le récupérer. Première notion de pharmacodynamie, c'est que ces médicaments, ces antagonistes calciques, sont des médicaments qui ont comme cible la cellule musculaire lisse vasculaire, CMLV. Cette cellule musculaire lisse vasculaire, donc, qui est une cellule qui se trouve autour des vaisseaux, il peut y en avoir énormément dans des gros vaisseaux, se contracte, et donc ces médicaments bloquent l'entrée de calcium et relaxent la cellule. Donc relaxation de la cellule musculaire lisse vasculaire. C'est une relaxation qui se fait indépendamment de l'endothélium. Donc on dit que ce sont des vasodilatateurs. Vaso, c'est le vaisseau, hein. Vasodilatateurs endothélium indépendants. Vaso, c'est important parce que vaso, ça peut vouloir dire l'artère ou la veine. Donc vous pouvez dire des artériodilatateurs ou des vénodilatateurs. Là, en l'occurrence, vous comprendrez pourquoi on parle de vasodilatateurs, mais en tout cas, ce sont on pourrait dire des vasodilatateurs artériels essentiellement. Donc ils sont endothélium indépendants. Comment marchent-ils? Ils marchent en bloquant un canal qu'on appelle le canal calcique lent, voltage dépendant, de type L. Donc vous avez appris ça, hein, en physio cardiaque et en électrophysio. Ce canal calcique lent voltage dépendant, qui a été découvert au début des années 80, se trouve dans plusieurs organes, mais beaucoup au niveau des myocytes, essentiellement au niveau du myocyte vasculaire, mais aussi au niveau du myocyte cardiaque. Donc vous voyez que le myocyte vasculaire, c'est une cellule musculaire lisse. Vous avez eu un peu de physio là-dessus. Ça se contracte très lentement par onde et de façon relativement espacée en fréquence, alors que le myocyte cardiaque se contracte très vite. C'est une cellule musculaire striée qui demande beaucoup d'énergie et qui se répète, et dont les contractions se répètent évidemment 60 par minute si votre cœur bat à 60 par minute. Donc voilà quelle est notre cible. Donc ça, pour vous rappeler ce que c'est qu'une membrane, les différentes possibilités d'entrée de canal, ici celui qui nous intéresse c'est celui-là, ce canal calcique VOC, qui a plusieurs voltage operated channel, hein, canal calcique voltage dépendant, et ici vous en avez un autre qui est récepteur dépendant. Et puis cette entrée de calcium est bien entendu chaque fois compensée par une sortie de calcium, soit par des échangeurs, soit par des pompes à calcium. Et bien entendu, c'est la dépolarisation de la cellule qui entraîne ces mouvements ioniques. La deuxième chose à savoir, et pour comprendre pourquoi ça s'appelle le canal L, c'est ça. Lorsque l'on, par patch clamp, vous avez peut-être entendu parler de ces techniques, on isole une partie de la membrane et qu'on impose une petite dépolarisation, ici vous voyez, moins 10 mV, on entraîne un courant entrant. Vous avez retenu aussi de vos cours d'électrophysiologie que chaque fois que le courant est dirigé vers le bas, c'est qu'il est entrant par convention, sortant vers le haut. Eh bien, ce courant entrant, vous voyez qu'il entre en grande quantité très rapidement, et puis au lieu de revenir à la normale extrêmement rapidement, comme un canal sodique par exemple, eh bien, il revient très lentement. On dit que son inactivation est lente, et c'est ça, le mot L international vient de long lasting. Hein, retenez lent, par chance c'est la même consonne, mais donc un retour lent à l'équilibre. Il faut donner une forte dépolarisation, la conductance est élevée, et puis on le teste avec des ions barium, mais ça c'est moins important pour vous. Alors maintenant, il faut que vous compreniez une notion, qui est une notion très importante pour opposer chaque fois verapamildiltiazème à dihydropyridine, c'est ce qu'on appelle la sélectivité vasculaire. La sélectivité vasculaire, c'est qu'on va en permanence opposer le blocage du canal calcique vasculaire au canal calcique du myocarde. Donc CMLV, CM, cellule musculaire lisse vasculaire d'un côté, cellule musculaire striée du myocarde de l'autre. Et là, vous avez deux mécanismes qu'on va voir l'un après l'autre.
premièrement un mécanisme qu'on appelle la voltage-dépendance. Cette voltage-dépendance, en fait, elle stipule, ou elle est liée au fait que le blocage du canal calcique dépend de la polarisation de la cellule. Donc vous voyez ici que quand une cellule est très hyper polarisée, moins 80, en donnant des grosses concentrations d'hydropyrine, 10-4 molaires, hein, on est de l'ordre de 10 millimoles, de 0,1 millimole, pardon, eh bien, on arrive à bloquer seulement une partie du courant. Alors que sur une cellule musculaire lisse vasculaire dont on sait qu'elle est moins hyperpolarisée, moins 50 millivolts, eh bien, avec la même dose, on bloque tout le courant. En d'autres termes, les dihydropyridines sont d'emblée 100% actives sur des cellules musculaires lisses vasculaires et plus difficilement bloqueurs sur les cellules myocardiques. Donc si vous comparez l'efficacité à même dose, vous aurez une efficacité sur les cellules musculaires lisses vasculaires d'emblée plus importante que sur la cellule cardiaque. Donc le blocage dépend du voltage et de la polarisation de la cellule. Donc, souvenez-vous, hyperpolarisation, c'est ce qui est l'aboutissement de tous les actions actifs à la fin de la diastole. Et puis dépolarisation, c'est ce qui se passe au moment de la systole. Donc cette voltage dépendante est fonction de potentiel de repos. Les antagonistes calciques marchent mieux, en particulier les dihydropyridines, quand c'est moins hyperpolarisé. La deuxième notion, c'est ce qu'on appelle la fréquence dépendance. C'est ce que les anglo-saxons appellent use dependency. Alors en fait, voici ici des milliampères, hein, c'est-à-dire des petites... les milliampères à ce niveau-là, et en fonction de chaque stimulation. Alors, vous voyez qu'avec verapamil-diltiazem, il faut des stimulations on va dire plutôt en réponse à des stimulations répétées, comme il survient sur le myocarde. Ces stimulations sont pratiquement toutes les secondes, hein, à 60 par minute. Eh bien, vous introduisez le verapamil ou le diltiazem, vous avez un bon courant, et puis votre courant calcique, très progressivement, il diminue. Il diminue jusqu'à des niveaux qui montrent bien que le courant est aboli. Donc il faut des stimulations répétées pour bloquer le courant. Et donc verapamil diltiazem seront plutôt plus efficaces sur le myocarde, où il existe des stimulations répétées, que sur des cellules musculaires lisses, vasculaires, où les stimulations sont répétées avec des fréquences bien moindres que celles-ci. Myocarde, ça peut être toutes les secondes, cellules musculaires lisses vasculaires, ça peut être toutes les 2 ou 3 minutes. Et puis regardez aussi, les dihydropyridines bloquent une partie du courant tout de suite. Elles n'ont pas besoin d'avoir de répétition de courant entrant. Par contre, elles sont un peu moins efficaces que verapamil diltiazem. Donc si vous retenez bien ça, la fréquence dépendance, les stimulations sont fréquentes sur le myocyte cardiaque, elles sont rares sur la cellule musculaire lisse vasculaire. Et finalement, sur un muscle électriquement entraîné régulièrement verapamil et diltiazem, qui ont besoin de cette répétition de stimulation, vont entraîner un blocage plus important. Alors maintenant, quand vous mettez en parallèle les deux propriétés, voltage dépendant et fréquence dépendance, vous arrivez à ce petit tableau croisé, qui sont en fait les sélectivités. Verapamil et diltiazem sont plus actifs pour bloquer le canal calcique cardiaque que pour bloquer le canal calcique vasculaire. Et puis les dihydropyridines sont plus actifs pour bloquer le canal calcique vasculaire que pour bloquer le canal calcique. On dit qu'elles ont une sélectivité vasculaire marquée. Donc maintenant qu'on a vu ça, on revient à nos indications. On a dit qu'il y avait deux indications, l'hypertension artérielle, l'insuffisance coronaire. L'hypertension artérielle, d'emblée, on sait que les antagonistes calciques, AC, ce sont des antihypertenseurs.
Chaque fois que vous prenez vos notes, que vous notez, dites-vous, mais finalement, qu'est-ce qui résume le mieux ce que je viens de comprendre? Quel est le substantif? Quelle est la définition? Bon, bah point. Ce sont des antihypertenseurs, ce sont des vasodilatateurs, on va le voir. Et donc, ce sont des hypertenseurs par vasodilatation artériolaire, c'est-à-dire les petites artères. Donc, ils vont diminuer les résistances périphériques. On bloque l'entrée de calcium dans la cellule musculaire lisse, elle se contracte moins, la lumière s'agrandit, il y a plus de place pour le débit sanguin, c'est ce qu'on appelle la vasodilatation, et la baisse des résistances à l'éjection ventriculaire gauche. Et donc, comme la pression est le produit du débit cardiaque par les résistances, si vous diminuez un des termes, vous baissez la pression. Pas seulement la pression moyenne, comme on l'a vu avec Poiseuil, mais la pulsatilité de la pression, la composante pulsatile, c'est-à-dire la systolique et la diastolique. Donc, un effet sur les artérioles, mais aussi un effet sur ce qu'on appelle les gros troncs artériels. Qu'est-ce que c'est que les gros troncs artériels? L'aorte ascendante et l'aorte thoracique. Et donc, ils relaxent ces gros troncs-là, donc ils augmentent ce que l'on appelle la compliance artérielle. Je vais vous expliquer ce que c'est. En d'autres termes, ils diminuent la rigidité. Et grâce à l'augmentation de la compliance artérielle, il diminue la pulsatilité de la pression. La pulsatilité, c'est ce qui survient à chaque contraction cardiaque, c'est la différence entre la systolique et la diastolique. Donc, qu'est-ce que c'est que la compliance? La compliance, c'est la propriété des gros vaisseaux de se distendre au moment de l'éjection systolique. C'est un matériau élastique. L'élastique se distend, c'est un tube élastique qui se distend, qui stocke une certaine quantité de débit cardiaque au moment de la distension. Et puis au moment de la diastole, quand les valves aortiques sont fermées et que la pression devrait chuter théoriquement, eh bien par simple rétraction élastique, le débit cardiaque s'écoule vers l'aval. Donc c'est un système d'amortissement. Alors comment est-ce qu'en augmentant la compliance, on diminue la pression pulsée? Je vous le fais vite, parce que, encore une fois, on rentre un peu plus dans le détail. Chaque fois que vous enregistrez une onde au niveau du cœur, par exemple, eh bien, c'est la superposition d'une onde incidente qui va du cœur vers la périphérie et d'une onde réfléchie qui revient de la périphérie vers le cœur. Cette onde, c'est un ébranlement du tuyau élastique qu'est l'aorte. Et cette onde se propage avec une certaine vitesse, rapide, 10 mètres secondes, qui n'a rien à voir avec le débit sanguin, de l'ordre de 1 mètre seconde. Et elle bute sur des sites de réflexion et elle revient vers le cœur. Eh bien, lorsque l'artère est rigide, chez un sujet âgé par exemple, les sites de réflexion sont un peu plus rapprochés, l'onde incidente et l'onde réfléchie se propagent beaucoup plus rapidement dans un sens et dans l'autre, et finalement, l'onde réfléchie se superpose sur l'onde incidente en protosystole et donc augmente la systolique. Donc la systolique, au lieu de revenir après son maximum, est encore augmentée parce que l'onde réfléchie est arrivée au mauvais moment, en fin de systole, et donc ça fait un surplus de pression systolique. Donc si votre pression systolique augmente sans modification de la diastolique, la pression pulsée, qui est la différentielle, augmente. Donc les antagonistes calciques, je reviens à ma diapositive précédente, les antagonistes calciques relaxent aussi les gros troncs artériels, augmentent la compliance artérielle et diminuent la pression pulsée. Donc ça, c'est des notions relativement modernes, mais c'est important que vous les connaissiez. La deuxième notion importante, toujours parce qu'ils sont antihypertenseurs, c'est de savoir ce qu'ils vont faire sur la fréquence cardiaque. Et vous verrez, on en aura besoin aussi pour l'insuffisance coronaire. Donc en fait, comme beaucoup en pharmacologie, un effet est toujours la résultante de l'effet direct et de la contre-régulation. Donc la pharmacologie est très proche de la physiologie. Et là intervient en particulier ce qu'on appelle le baroréflexe. Donc vous aurez en résultante une balance entre l'activation du baroréflexe et l'effet direct. L'effet direct, vous comprenez facilement qu'il est chronotrope négatif. Pourquoi? Parce que
l'activation, enfin la fréquence cardiaque dépend essentiellement de l'entrée de calcium. Et c'est un canal calciclant. Donc vous bloquez le canal calciclant, vous ralentissez la fréquence cardiaque. Effet direct. Maintenant, si vous prenez les dihydropyridines, sachant qu'elles exercent un effet plutôt vasculaire, finalement, vous aurez une augmentation ou pas beaucoup de modification de la fréquence cardiaque. Pourquoi? Parce que vous aurez baissé la pression artérielle, vous aurez donc activé le baroréflexe, et souvenez-vous que chaque fois que vous baissez la pression artérielle et que vous activez le baroréflexe, c'est pour ramener la pression artérielle à un certain niveau. Donc la fréquence cardiaque augmente par activation sympathique. Vous vous souvenez de la boucle? Vous voulez que je vous la répète ou vous la connaissez bien? Baisse de pression, activation baroréflexe, augmentation du tonus sympathique, retrait vagal. L'un et l'autre augmentent la fréquence cardiaque. La pression, c'est le produit du débit cardiaque par les résistances. Le débit, c'est la fréquence par le volume d'éjection systolique. Vous augmentez un des termes, la pression monte. Ça va trop vite? Mais vous le retrouvez en regardant baroréflexe. Donc retenez bien ça. On vous a parlé du baroréflexe? Vous n'avez pas été fasciné? Alors, il faut que je vous fascine avec le baroréflexe parce que le baroréflexe est très important en pharmacologie cardiovasculaire, on en parle tout le temps. Donc si vous voulez prendre le temps de noter la séquence, comme ça vous en souviendrez bien, le baroréflexe, ce sont des structures qui perçoivent l'étirement qui est lié à la pression. Ces structures se trouvent au niveau de la bifurcation carotidienne et au niveau de l'aorte. Et c'est un cerveau-mécanisme très rapide d'adaptation. Donc, quand la pression artérielle baisse, par exemple en réponse à des vasodilatateurs, le baroréflexe sent que la pression a baissé et va mettre en place un certain nombre d'éléments pour la faire remonter. Et la séquence est la suivante. La baisse de pression artérielle active les barorécepteurs. Les barorécepteurs envoient au cerveau un signal qui est traité dans certaines structures. Et ce qui ressort de ce contrôle qu'on appelle autonome de la pression artérielle, c'est plus de tonus sympathique, donc plus d'activation bêta-1 adrénergique, donc un effet chronotrope positif. Et en même temps, moins de tonus vagal, donc moins de ralentissement cardiaque, donc une accélération de la fréquence cardiaque. Donc dès que la pression baisse, la fréquence cardiaque augmente. En même temps, l'activation du tonus sympathique est bêta-1 adrénergique sur le cœur, mais elle est aussi alpha adrénergique sur les vaisseaux. Et donc il y a une contraction des vaisseaux. Et la vasoconstriction augmente les résistances périphériques. Alors après, vous mettez ce qui vient de se passer dans la fameuse équation de Poiseuil. Écrivez l'équation de Poiseuil en dessous. PAM égale FC multiplié par DC multiplié par RPT. Je m'explique. PAM, c'est la pression artérielle moyenne. C'est le produit de FC, la fréquence cardiaque, par le volume d'éjection systolique. Fréquence cardiaque par volume d'éjection systolique, c'est le débit cardiaque. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Et tout ça multiplié par le niveau des résistances périphériques. Donc vous voyez que la résultante, c'est que la pression remonte. C'est un mécanisme de contre-régulation classique qui peut limiter l'effet des antihypertenseurs et des vasodilatateurs. Ça va mieux? Donc on revient à nos médicaments et vous comprenez maintenant mieux pourquoi
les dihydropyridines soit ne modifient pas, soit augmentent un peu la fréquence cardiaque. Pourquoi? Parce qu'elles activent le baroréflexe, c'est la baisse de pression qui a activé le baroréflexe, mais comme l'effet cardiaque direct chronotrope négatif n'est pas très important, l'effet chronotrope négatif soit compense, soit s'efface un peu derrière l'accélération de la fréquence cardiaque. Alors que verapamil et diltiazem, qui sont, eux, à tropisme myocardique, c'est-à-dire qui sont plus efficaces sur le cœur que sur les vaisseaux, vont être plus chronotropes négatifs, ils vont complètement compenser l'accélération de la fréquence cardiaque, et même ils vont en rajouter un peu, parce qu'ils vont empêcher la compensation totale. L'effet direct va prédominer sur l'effet réflexe, et la bradycardie va s'installer. Donc verapamil et diltiazem sont des médicaments bradycardisants. Ça va, c'est plus clair? Et donc vous voyez tout de suite que ce sont des bradycardisants, et si un jour vous devez les associer avec d'autres médicaments bradycardisants, il faudra faire attention. Et les médicaments les plus bradycardisants qu'on connaît dans l'hypertension ou dans l'insuffisance coronaire, c'est les bêta-bloquants. Donc ça, c'est ce qu'on travaillera en ED. Alors maintenant, il y a deux organes que je dois bien vous expliquer, c'est le rein et le système capillaire pour les œdèmes. Certains antagonistes calciques ne sont pas des médicaments de première intention quand il y a une maladie rénale. Alors il faut comprendre pourquoi. Qu'est-ce que c'est que la filtration glomérulaire? La filtration glomérulaire, c'est un système d'entrée et de sortie. Vous allez dire que je fais très très simple par rapport à mes collègues de physiologie. Mais moi, mon but, c'est que vous reteniez des règles pour ensuite retenir les interactions des médicaments. Donc, on sait que les antagonistes calciques sont plus efficaces pour vasodilater l'artériole afférente que pour vasodilater l'artériole efférente du glomérule. Avant, après le glomérule. Si vous êtes plus dilatateur avant qu'après, vous créez une forme de gradient. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous augmentiez la pression intraglomérulaire. Et de la même façon, la fraction de filtration. Alors, ça se dit exactement comme ça. Vous avez ici votre artériole afférente, votre artériole efférente, et lorsque vous dilatez avec les antagonistes calciques, finalement, vous augmentez la fraction de filtration et le débit de filtration glomérulaire. Alors, mettez ça dans un coin, souvenez-vous-en pour vos cours de néphro, mais on vous expliquera un jour que l'hyperfiltration glomérulaire, c'est pas bon pour le rein au long cours. Hyperfiltration et hypertension intraglomérulaire sont néfastes à long terme sur la progression des néphropathies. Mais encore une fois, vous verrez qu'il y a une restriction, c'est que ça ne s'applique pas à tout le monde. N'importe qui peut recevoir des antagonistes calciques sans dommage rénal, sauf ceux qui ont une néphropathie diabétique. Donc ce que je vous raconte, et ce qui commence, vous voyez, se dessiner une précaution d'emploi, ça veut dire attention, mais seulement en cas de néphropathie diabétique. Et je vous l'ai écrit ici, les dihydropyridines sont sans effet chez le sujet normal ou chez l'hypertendu non diabétique, sans effet délétère, pardon, je devrais dire, de ce niveau-là, mais elles peuvent augmenter la protéinurie chez l'hypertendu diabétique. Pendant longtemps, j'ai vu dans les copies, les dihydropyridines sont contre-indiquées chez l'insuffisant rénal. Non, non, c'est pas ça. C'est chez l'insuffisant rénal avec protéinurie, en général, en cas de protéinurie diabétique. Alors maintenant, on va réfléchir sur les œdèmes exactement de la même façon. Parce que pour les œdèmes, dans tout le système capillaire périphérique, vous avez une artériole afférente précapillaire et vous avez du coup une vénule qui est efférente postcapillaire. Et tout le milieu, tout ce qui est au milieu, c'est un réseau artériolaire, capillaire. Eh bien,
si les antagonistes calciques dilatent l'artériole afférente et contractent la vénule, vous imaginez bien qu'ils vont augmenter le gradient. Et on va se retrouver exactement comme dans le cas du rein, augmentation de la pression intracapillaire. Et là, on va se trouver dans un phénomène purement mécanique d'exsudation vers le tissu interstitiel. Parce que les capillaires, c'est juste une, voire deux couches cellulaires. C'est une couche de cellules endothéliales et juste une petite couche, soit de cellules musculaires lisses, soit une lame basale derrière. Donc d'emblée, vous voyez que c'est de l'exsudation, mais que ça n'est pas de la rétention hydrosodée. Donc les diurétiques ne feront pas grand-chose sur les œdèmes des antagonistes calciques. Par contre, il faudra diminuer les doses, changer le traitement. Alors ça, c'est écrit de façon, expliqué de façon littéraire, expliqué avec des petits schémas. Voilà le lit capillaire, la vénule efférente, l'artériole afférente. L'artériole efférente a un joli petit sphincter ici, très pratique, parce que lorsque l'on se lève, on accumule toute la pression hydrostatique de la colonne sanguine qui va s'exercer par exemple sur les pieds. Et donc, ce sphincter va éviter que cette colonne hydrostatique augmente la pression dans le lit capillaire. Mais quand vous donnez un antagoniste calcique, eh bien vous dilatez ce sphincter précapillaire. Cette vasodilatation, elle est à la fois artériolaire, elle est aussi liée à la relaxation de ce sphincter. Mais au lieu d'avoir une dilatation ici, eh bien vous aurez une vénoconstriction. Alors pourquoi est-ce que vous aurez une vénoconstriction? Eh bien parce que vous n'avez pas de canal L sur la veine. Il n'y a pas d'effet des antagonistes calciques sur la vénule efférente. Ils n'ont pas capable de dilater. Donc il n'y aura pas de dilatation directe. Par contre, il y aura une vénoconstriction indirecte, réflexe, et essentiellement liée au tonus sympathique. Donc elle est double, elle est à la fois baroréflexe à la vasodilatation et elle est baroréflexe à l'orthostatisme. Donc vous augmentez le gradient. Et si vous augmentez le gradient, vous augmentez l'extravasation. Et là vous faites des œdèmes. Donc vous voyez bien que c'est purement mécanique, ça n'a rien à voir avec de la rétention hydrosodée. Donc quand je vous montre ces diapos, faites bien attention, il y a toujours marqué soit pharmacologie, soit physiologie. Qu'est-ce qui se passe sans médicaments? Qu'est-ce qui se passe avec les médicaments? Parce qu'après, quand vous regardez vos notes ou vos diapos, il faut que vous sachiez où vous en êtes. Pour l'insuffisance coronaire maintenant, on a un mécanisme qui est un peu différent, mais qui fait toujours appel à la vasodilatation. Premier mécanisme, les antagonistes calciques sont des bons antispastiques. Donc une artère coronaire qui s'est spasmée, donc rétrécie, eh bien, lève son spasme après l'infusion d'antagonistes calciques, la perfusion. Et puis aussi et surtout par vasodilatation du réseau coronaire. Parce que les artères, le réseau artériel coronaire, épicardique, et même sous-épicardique, intramyocardique, c'est de l'artériole. Ce qu'il faut savoir, c'est que les antagonistes calciques augmentent le débit sanguin coronaire en dilatant à la fois les artères saines et les artères malades. Que la dilatation se fait alors que la pression est en train de baisser, ce qui montre que ce sont des puissants vasodilatateurs. Et puis surtout, qu'est-ce que fait cette augmentation du débit sanguin coronaire? Eh bien, c'est qu'il apporte de l'oxygène au myocarde. Donc souvenez-vous, déséquilibre apport-besoin, on augmente les apports. Chez le coronaire, on cherche aussi, sur un coronaire, on cherche à diminuer les besoins, mais là, on augmente les apports. Alors ça, c'est pour les apports. Maintenant, les besoins. Les besoins, souvenez-vous, ils dépendaient beaucoup
des facteurs gouvernant la consommation d'oxygène, MVO2. Alors, avec les dihydropyridines, finalement, il n'y aura pas de diminution des besoins. La consommation d'oxygène ne baisse pas. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez une influence opposée de deux mécanismes. Un premier mécanisme qui, lui, bien entendu, baisse la consommation d'oxygène. On sait que ça dépend de la post-charge, du travail cardiaque et de la pression. Dans cet ordre-là, donc pour vous de droite à gauche, oui, comme pour moi d'ailleurs, la baisse de pression diminue la post-charge, diminue le travail, diminue la consommation d'oxygène. Très bien, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on fait avec tous les vasodilatateurs. Malheureusement, souvenez-vous qu'il y avait une petite augmentation de fréquence cardiaque. Elle n'est pas majeure, hein, mais elle ne baisse pas. Ou elle est de quelques battements par minute, voire 10 battements par minute. Eh bien ça, en soi, c'est un facteur d'augmentation de la consommation d'oxygène. Et puis alors, il y a aussi une autre anomalie, qui est que, certes, on augmente la perfusion des territoires qui sont mal perfusés, donc ça c'est très bien, mais ça peut se faire aux dépens des territoires qui sont normalement perfusés. Et c'est la notion de vol coronaire. C'est-à-dire qu'on peut détourner le sang vers, c'est très bien, des territoires mal perfusés, mais en tout cas aussi de territoires normalement perfusés. Et puis parfois même aux dépens des territoires mal perfusés. Et donc ça peut aggraver la douleur. C'est rare, mais c'est un effet indésirable qu'il faut connaître. Donc retenez de façon simple, les besoins augmentent, les apports augmentent avec les dihydropyridines, mais pas les besoins. Ce qui n'est pas le cas avec verapamil-diltiazem. Avec verapamil-diltiazem, les besoins diminuent. Pourquoi? Parce que d'un côté, on va retrouver exactement la même équation que pour les dihydropyridines, diminution de la pression, de la post-charge, du travail cardiaque. Mais en plus, comme ce sont des bradicardisants, la bradycardie elle-même diminue la consommation d'oxygène. Donc vous voyez, en pharmacologie cardiovasculaire, c'est en permanence des résultantes entre un effet direct et une contre-régulation. C'est pour ça que c'est très important que vous compreniez bien les mécanismes de la sélectivité vasculaire et pourquoi chaque fois on oppose dihydropyridine à verapamil et diltiazem. Alors en pratique, chez l'insuffisant coronaire, on peut prescrire seul verapamil et diltiazem, puisqu'ils sont bradycardisants, puisqu'ils n'augmentent pas la fréquence cardiaque, mais on ne prescrit pas la nifedipine seule. On la prescrit avec un bêta-bloquant, parce qu'on redoute que la petite augmentation de fréquence cardiaque qu'elle entraîne soit un facteur d'aggravation de l'insuffisance coronaire. Alors je ne rentre pas dans le détail, parce que c'est pourtant un très très bel exemple d'interaction pharmacocinétique, mais l'amlodipine, elle, n'augmente pas la fréquence cardiaque ou peu, et donc elle peut être prescrite seule. Donc vous voyez que même au sein de la classe des dihydropyridines, il peut y avoir une petite différence. Un tout petit mot de pharmacocinétique, c'est mon grand 3. Donc on a vu les indications, ensuite la pharmacodynamie, maintenant la pharmacocinétique. La majorité de ces médicaments qui ont été synthétisés dans les années 70 et 80, 80-90, ont des demi-vies courtes. Et une demi-vie courte pour traiter une hypertension qui doit être traitée ou une insuffisance coronaire pour lequel on souhaite un effet sur l'ensemble des 24 heures, c'est insuffisant. Donc en général, elles ont plusieurs formes galéniques et on fabrique des libérations prolongées. Et c'est pour ça que vous voyez le mot LP. Donc vous voyez de la nifedipine LP, du loxène LP, etc. Et vous voyez même un chronoadalate qui est un système beaucoup plus compliqué et qui permet de libérer sur l'ensemble des 24 heures. Alors heureusement, il existe des molécules, et c'est le cas de l'amlodipine, qui est la plus populaire de ces médicaments dans l'hypertension artérielle,
dont la demi-vie est d'emblée de 36 heures. Alors vous voyez bien qu'avec une demi-vie comme cela, dès que vous avez donné pendant 2-3 jours, vous êtes vraiment à parfait taux plasmatique stable pendant le nictémère. Donc il existe d'autres nouvelles molécules liposolubles qui ont des demi-vies plus courtes, mais qui se stockent près du récepteur et puis dont les concentrations se libèrent progressivement tout au long du nictémère près du récepteur. Les dihydropyridines ont une petite interaction avec, pas une petite, elles ont une certaine interaction avec le métabolisme oxydatif du cytochrome 450. Chez l'hypertendu, en général, ça ne pose pas de problème. On va terminer avec les effets indésirables et les contre-indications. Les effets indésirables, en général, sont bénins et transitoires et réversibles. Transitoires parce que réversibles. Parfois, ils peuvent être très gênants, mais on va le voir, être très gênants, mais malgré tout, c'est bénin. Alors, vous verrez que chaque fois, j'oppose les dihydropyridines à verapamil diltiazem. La vasodilatation, des maux de tête, des tachycardies. Vous avez compris que la tachycardie, elle est réflexe à la vasodilatation. C'est palpitation. C'est simplement l'activation du baroréflexe. Des bouffées vasomotrices du visage, qu'on appelle les flushs, rougeurs. Évidemment, elles vont être plus fréquentes avec les hydropyridines, qui ont un effet plus immédiatement ciblé sur les petites artérioles du visage que verapamil diltiazem, qui sont plus efficaces sur le myocarde. Donc vasodilatation, très fréquent. La rougeur du visage, vous voyez un malade en consultation et vous avez l'impression qu'il a couru un 100 mètres ou qu'il est allé au sport d'hiver ou qu'il a pris des coups de soleil. Ben non, il est comme ça en permanence. Parfois c'est gênant et parfois ça ne l'est pas trop. Les œdèmes, je vous en ai parlé. Les œdèmes sont indépendants de toute rétention hydrosodée, je pense que je vous l'ai dit suffisamment, et ils surviennent plus avec dihydropyridine qu'avec verapamil. Encore une fois, pourquoi ? Parce que ça tout dépend de la vasodilatation de l'artériole afférente au lit capillaire. Par contre, en revanche, l'effet dépresseur myocardique se voit plus avec verapamil diltiazem qu'avec les dihydropyridines. Et ces médicaments qui sont des bloqueurs du canal calciclant du myocarde peuvent entraîner l'insuffisance cardiaque à forte dose, donc se manifestant par une dyspnée ou par un œdème aigu du poumon. Donc ne méconnaissez pas l'effet dépresseur myocardique, surtout s'il y a une association avec des bêta-bloquants qui sont eux-mêmes inotropes négatifs. Donc vous voyez qu'un effet de blocage calcique du myocarde peut être inotrope négatif avec verapamil diltiazem. On continue exactement de la même façon les troubles de conduction auriculo-ventriculaire. Vous avez eu des cours ou pas encore? Donc les blocs auriculo-ventriculaires de premier degré, de deuxième degré. Donc encore une fois, risque si association avec un bêta-bloquant ou un antiarythmique. Et encore une fois, verapamil diltiazem. Donc vous voyez que dès que c'est plutôt lié à des phénomènes périphériques, c'est plutôt les dihydropyridines. Dès que c'est lié à des phénomènes myocardiques, c'est plutôt verapamil diltiazem. Alors, ces troubles de conduction auriculo-ventriculaire, petit rappel, mais on en a parlé déjà une ou deux fois. Pourquoi est-ce qu'on les redoute particulièrement? Eh bien parce que c'est essentiellement un canal calcique et non pas sodique qui se trouve au niveau du nœud sinusal et du nœud auriculo-ventriculaire. Ces filtres, ces nœuds qui sont des structures de ralentissement de l'influx sympathique et vagal et qui vont déterminer la fréquence cardiaque. Souvenez-vous, je vous rappelle vos cours de physiopathologie et d'électrophysiologie, ce sont des potentiels triangulaires. Ils sont triangulaires et pas rectangulaires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de canal sodique là. Et on termine avec trois effets. L'effet pro-ischémique, l'aggravation d'un angor dont je vous ai parlé tout à l'heure,
par possible vol coronaire. On a vu le mécanisme. Un effet de constipation. Ça a l'air tout bête comme ça, mais enfin bon, certains patients ne tolèrent pas du tout et vous êtes obligé de changer le médicament. Il y a une seule molécule qui l'entraîne, c'est le verapamil. Et on ne comprend pas très bien les mécanismes. Et puis les 3 médicaments peuvent entraîner, ou les 3 classes peuvent entraîner ce qu'on appelle de l'hypertrophie gingivale, à connaître. Enfin, on sort un peu du niveau de P2, là. C'est plus après pour la thérapeutique. Hypertrophie gingivale avec des grosses gencives qui sont rouges, douloureuses, qui saignent. Les dentistes ne savent pas quoi faire. Et puis, vous avez une bonne idée, vous arrêtez le médicament et tout guérit en quelques semaines. Les contre-indications. Dernière diapo. Il n'y a pas de contre-indication absolue. Alors vous verrez toujours dans le Vidal et ailleurs hypersensibilité au dihydropyridine, verapamil, diltiazem. On ne peut pas empêcher un malade d'être particulièrement sensible à une molécule en particulier, mais sinon il n'y a pas de contre-indication absolue. Par contre, il existe des contre-indications relatives qui sont liées aux interactions médicamenteuses et en particulier toujours être très prudent pour associer verapamil et diltiazem avec un bêta-bloquant. Parce que le risque, c'est de potentialiser l'effet chronotrope négatif, c'est moins, donc bradycardie excessive, trouble de conduction auriculo-ventriculaire, et de potentialiser l'effet inotrope négatif, c'est-à-dire la défaillance cardiaque. C'est bon? Je vous donne 5 minutes pour remettre vos neurones en état. Le D qui est prévu a lieu le 25 janvier, c'est un lundi 25 janvier. Alors, une façon efficace de mémoriser tout ce qui sera dit, c'est de relire vos cours avant de venir.
On y va? J'aimerais savoir le dernier qui est venu. Ah ben non, je les retrouve, je les retrouve. Je pensais qu'il me les avait perdus. Voilà. Dérivés nitrés. Donc dans le dé du 26, on mélangera tout ça. Les bêta-bloquants, les dérivés nitrés, les antagonistes calciques, les diurétiques. Le plan est le même. Toujours les bases pharmacologiques des indications, la pharmacodynamie, la pharmacocinétique. Vous verrez que là, je vais en parler particulièrement. Et enfin, les effets indésirables et les contre-indications. Petite notion de terminologie, parce que souvent vous confondez coronaire et coronarien. Donc seul le patient est coronarien, souvenez-vous. Tous les autres sont coronaires. On dit une insuffisance coronaire, mais pas une insuffisance coronarienne. Une circulation coronaire, un réseau coronaire ou une artère coronaire. Mais souvenez-vous, seul le patient est coronarien. Alors, les dérivés nitrés sont des médicaments de l'insuffisance coronaire. Et là, je ne vais pas vous refaire la physiopathologie, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, exactement de la même façon. Donc, confère ce que je vous ai raconté avec les antagonistes calciques. Je rappelle très vite, un déséquilibre entre des besoins et des apports. Le plus souvent, il existe une limitation des apports, par exemple par sténose d'une artère coronaire, et on va chercher à diminuer les facteurs d'augmentation de la consommation d'oxygène. Et le traitement est un traitement qui soit augmente les apports, soit diminue les besoins. Avec les dérivés nitrés, on va se centrer d'emblée sur la levée du spasme, la vasodilatation des artères coronaires et la diminution des besoins. Donc 3 types de mécanismes d'action, c'est-à-dire qu'on va en rajouter un par rapport aux antagonistes calciques, où vous avez vu que finalement on avait relativement peu de diminution des besoins, sauf avec verapamil et diltiazem qui entraînaient une bradycardie. Alors, la pharmacodynamie et la cible maintenant. Pareil, la cible, alors il y a la cible de l'organe, là vous avez la cellule musculaire lisse vasculaire, et puis vous verrez, il y a une autre cible pharmacologique qu'on appelle la guanylate cyclase. Mais d'emblée, retenez que les dérivés nitrés sont des vasodilatateurs endothélium indépendants, exactement comme les antagonistes calciques. Vasodilatateurs endothélium indépendants. Voilà la cible, globalement. Les dérivés nitrés bypassent, shuntent l'endothélium et agissent directement pour donner du NO. Ce sont des donneurs de monoxyde d'azote. Et le NO, en activant la guanylate cyclase, va entraîner une vasodilatation. Alors on se trouve ici au niveau de la cellule musculaire lisse, on ne se trouve pas au niveau du cardiomyocyte. Et l'effet du NO sur le cardiomyocyte passe par les artères coronaires, éventuellement l'endocarde, mais pas la cellule musculaire striée. Donc retenez bien, la cible, c'est bien la cellule musculaire lisse vasculaire, des artères périphériques et des artères coronaires. Le mécanisme d'action en détail, la nitroglycérine ou trinitrine ou glycéryltrinitrate, vous verrez tous ces noms-là, va se fixer sur des radicaux SH, SH veut dire soufré, des protéines membranaires de la cellule musculaire lisse. Elle va oxyder ces radicaux, et ces radicaux vont devenir SHCONO2. Et cela va donner ce qu'on appelle des groupes nitrosotiols, c'est-à-dire RSNO, et RSNO va donner NO. NO, c'est un ancien prix Nobel, 1998, il y a 11 ans. Ça a changé complètement notre façon de voir la circulation, l'inflammation,
les mécanismes de remodelage artériel. Et globalement, pour vous, les dérivés nitrés, ce sont des donneurs de NO. Et ce sont des donneurs de NO qui passent par des groupes nitrosothiol, c'est-à-dire qu'ils se sont fixés sur des radicaux thiol, radicaux SH, des protéines membranaires. Alors, vous verrez pourquoi c'est important, parce qu'on parlera après de tolérance, et on pense que la tolérance, c'est-à-dire l'épuisement de l'effet des dérivés nitrés, c'est lié à une surconsommation ou simplement à la consommation des radicaux SH de ces protéines membranaires qui ne sont plus disponibles ensuite pour redonner à nouveau du NO. Et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle des fenêtres thérapeutiques. Je vous en reparlerai de l'autre côté, mais c'est bien que je vous en parle d'emblée maintenant. Ces fenêtres thérapeutiques permettent de reconstituer les radicaux SH et de les préparer à la fixation à la nitroglycérine et à donner ces groupes nitrosothiol. Ça, c'est le premier type de mécanisme d'action. Une fois que le NO a activé la guanylate cyclase soluble et augmenté le cyclique GMP, eh bien, vous aurez une cascade d'effets intracellulaires liés à l'augmentation du cyclique GMP. Donc, activation de la kinase G, cyclique GMP dépendante, diminution de la kinase C, diminution de la phospholipase C et diminution de la sensibilité des protéines contractiles au calcium. En fait, vous allez le revoir sur le schéma tout à l'heure, vous diminuez tout ce qui est vasoconstricteur et vous augmentez tout ce qui est vasodilatateur. Donc, on oppose kinase C, phospholipase C à kinase G et sensibilité des protéines, encore que la sensibilité des protéines dépend des précédentes. Alors voilà le petit schéma classique. Les radicaux nitrosothiol donneurs de NO activent la guanylate cyclase soluble, en abrégé c'est SGC. Cette guanylate cyclase soluble augmente la quantité de GMP. Et ce GMP, vous avez fait suffisamment de biochimie en première année, diminue la kinase C, diminue la phospholipase C. Tout ça va faire rentrer le calcium dans le réticulum sarcoplasmique, moins de disponibilité du calcium et moins de sensibilité des protéines contractiles au calcium aussi. Donc, moins de contraction actine-myosine. Et encore une fois, on est dans de la cellule musculaire lisse vasculaire. Donc voilà, je vous l'ai expliqué sous une forme plutôt littérale et l'autre sous une forme de schéma. Le problème, c'est qu'un certain nombre de mécanismes sont impliqués dans ce qu'on appelle la tolérance aux dérivés nitrés. C'est le seul médicament qui nous pose ce problème-là dans le système cardiovasculaire. Et d'ailleurs, vous verrez en pharmacologie en général. Et donc, on est obligé de donner de façon séquentielle, avec ce qu'on appelle des fenêtres thérapeutiques. Prise séquentielle de dérivés nitrés égale fenêtre thérapeutique. On le donne pendant 8 heures, puis rien d'autre pendant 8 heures, ou pendant 12 heures, et rien pendant 12 heures. Il existe des dérivés nitrés qui n'entraînent pas ces phénomènes de tolérance, que parfois on appelle aussi tachyphylaxie. Tachyphylaxie, c'est épuisement de l'effet malgré l'augmentation de la dose. Tachyphylaxie, épuisement de l'effet malgré l'augmentation de la dose. La molsidomine n'a pas de réduction intermédiaire et ne consomme pas de radicaux SH. Alors, il existe d'autres mécanismes d'action. L'inhibition de la thromboxane synthétase, qui va fabriquer de la thromboxane, phénomène vasoconstricteur, et qui va augmenter les prostaglandines vasodilatatrices, comme la PGI2 par exemple. Donc, aussi une action sur d'autres voies. Mais essentiellement, c'est un phénomène de type cyclique GMP. Alors, vous avez vu qu'on a, pour l'instant, tout centré sur les mécanismes d'action, sans préjuger de ce qui allait se passer. Alors maintenant, on rentre dans les faits. Premier effet, la vasodilatation veineuse. Curieux, hein, je vous parle d'un vasodilatateur pour les artères et je commence par la veine. Ben, vous allez comprendre pourquoi. Les veines sont très sensibles aux dérivés nitrés.
cette vasodilatation veineuse ou cette vénodilatation va entraîner une diminution du retour veineux, c'est-à-dire une diminution de la précharge, c'est-à-dire une diminution du volume télédiastolique du ventricule gauche. S'y associe une baisse de la pression télédiastolique du ventricule gauche, qui est une pression de remplissage, volume et pression vont souvent ensemble. Mais souvenez-vous, quand je vous ai parlé de façon un peu détaillée tout à l'heure avec les antagonistes calciques des facteurs de consommation d'oxygène et de l'équation de Lamé, T égale PR sur H, j'insistais sur R, qui était justement dépendant du retour veineux et qui était un facteur de consommation d'oxygène. Donc vous stockez du sang à la périphérie, vous diminuez le retour veineux, vous diminuez la tension pariétale sur le ventricule gauche en fin de diastole et vous diminuez la consommation d'oxygène. Voilà le mécanisme d'action essentiel des dérivés nitrés. Donc pour ces schémas-là, vous mettez confère antagoniste calcique. Les dérivés nitrés sont des vasodilatateurs qui sont veineux mais qui sont aussi artériels. Alors on va voir à quel niveau. Et vous avez deux types de vasodilatation. On commence par la vasodilatation qu'on appelle systémique, c'est-à-dire des artères de tout l'organisme, pas seulement des artères coronaires, des artères des muscles squelettiques, des artères du rein, etc. Mais on ne les voit qu'à forte dose. Alors ça s'associe aussi à une augmentation de la compliance artérielle. Je vous ai montré le mécanisme avec les antagonistes calciques. Et si vous avez bien retenu, vous mettez entre parenthèses à côté, donc, diminution de la pression pulsée. Cette diminution du tonus vasomoteur périphérique ou des résistances périphériques vasculaires, en fait, c'est une diminution de la pression télésystolique du VG et donc diminution de la post-charge. Donc diminution de la consommation d'oxygène, encore. Donc deux mécanismes de baisse de la consommation d'oxygène. Le plus important, la vasodilatation veineuse qui survient à des doses faibles ou modérées, et un autre, la vasodilatation artérielle systémique, mais à forte dose. Et puis vous avez un troisième type de vasodilatation, coronaire cette fois-ci, beaucoup plus ciblé, extrêmement intéressant, qui survient au niveau des gros troncs coronaires épicardiques, c'est-à-dire ces artères que vous voyez en angiographie, la droite, la gauche, le tronc commun, la diagonale, les circonflexes, mais aussi les artérioles intramyocardiques. Et là, vous avez deux effets. Un effet qu'on appelle direct, endothélium dépendant, incluant la levée du spasme. Donc on vous a peut-être parlé de l'angor de Prince-Metal, qui est un angor spastique. Les dérivés nitrés sont des puissants médicaments. Mais aussi des sténoses. Et lorsque l'on entraîne une dilatation de tout le réseau d'amont et d'aval de la sténose, d'une certaine façon, on augmente le débit au niveau de la sténose. Puis alors vous avez un effet qu'on appelle indirect, qui est lié à la vasodilatation flux dépendante. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de la vasodilatation flux dépendante? Oui? Hier? Je vous le résume en une ligne, un peu comme je le fais pour le baroréflexe. Hein? Quelle est la définition de la vasodilatation dépendante? C'est qu'une augmentation du débit en aval d'une artère dilate l'artère d'amont. Si vous augmentez le débit en aval d'une artère, par un certain mécanisme que je vais vous expliquer, l'artère d'amont se dilate. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand vous augmentez le débit d'aval, vous augmentez ce qu'on appelle les contraintes de cisaillement, le shear stress, les forces de cisaillement. Ces forces de cisaillement, c'est simplement plus de vitesse à la paroi de l'artère. Ces forces de cisaillement vont entraîner la libération sur un endothélium sain de monoxyde d'azote. La libération de monoxyde d'azote, ce n'est pas seulement de l'acétylcholine, la sérotonine, la bradykinin et d'autres choses, c'est aussi de la mécanique
et en particulier du cisaillement. Eh bien, cette libération de monoxyde d'azote, elle va se faire à l'endroit où le cisaillement est le plus important, c'est-à-dire à l'endroit qui est l'artère nourricière de ce débit d'aval. Et donc, à cet endroit, c'est-à-dire en amont de ce débit d'aval, le NO libéré par la cellule endothéliale va diffuser vers la cellule musculaire lisse et dilater l'artère. Voilà. C'est un mécanisme tout simple d'adaptation du débit d'amont aux besoins d'aval. Vous faites un effort musculaire, vous avez une ischémie relative, puisque vous commencez à faire travailler vos muscles et que vous n'avez pas assez d'oxygène. Eh bien, de proche en proche, le signal va se propager à l'amont et dilater les artères d'amont. Donc, deux mécanismes pour les dérivés nitrés, retenez bien, un mécanisme direct endothélium indépendant et un mécanisme indirect lié à la vasodilatation flux dépendante, mais la vasodilatation flux dépendante nécessite un endothélium sain. Donc elle est endothélium dépendante. Donc ça, c'est le premier effet. Et le deuxième effet, c'est un effet de redistribution. Et un effet de redistribution qui va être un peu différent de celui qu'on a vu pour les antagonistes calciques, parce que là, on va redistribuer le sang des zones saines vers les zones ischémiques. Mais on ne va pas dilater les zones saines aux dépens des zones ischémiques. Avec les antagonistes calciques, on pouvait le faire, ça. Et c'est ça qui entraînait le vol coronaire. C'est-à-dire la pauvre zone ischémique mal perfusée, elle était encore moins perfusée parce que le sang était détourné vers la zone saine. Avec les dérivés nitrés, ça n'arrive pas. C'est vers les zones ischémiques. Alors, ça c'est une première notion. La deuxième notion, c'est qu'on va redistribuer des régions sous-épicardiques vers les régions sous-endocardiques. Essentiellement parce qu'on aura diminué la précharge. Donc on aura diminué la tension pariétale. Donc on diminue le travail sous-endocardique. Et si on diminue le travail sous-endocardique, ben on augmente les apports en oxygène. Donc vous avez quantité de mécanismes qui permettent d'augmenter les apports d'oxygène, la vasodilatation coronaire, et vous avez des mécanismes qui permettent de diminuer les besoins. Je pense que c'est sur une diapo suivante. Voilà. La réduction de l'ischémie passe par la diminution des besoins en oxygène du myocarde, essentiellement vasodilatation veineuse, parfois à forte dose vasodilatation systémique, et puis surtout conjuguée, potentialisée par une augmentation des apports, qui est la vasodilatation coronaire directe. Ça va? Voilà pourquoi je commence toujours par le cours sur les antagonistes calciques. Alors on continue avec de la pharmacocinétique, où là j'ai pas mal de choses à vous apprendre, mais pas beaucoup de solutions à vous apporter. De toute façon, les solutions, elles ont été apportées maintenant par le commerce et on va le voir. Donc ces dérivés nitrés s'absorbent. On les donne en comprimé, on les donne en patch, donc l'absorption est cutanée, on les donne par voie sublinguale. Par exemple, c'est une pastille de trinitrine qu'on peut croquer et qu'on laisse fondre sous la langue. Mais chaque molécule qui a été absorbée par voie digestive classique subit un métabolisme hépatique. Ce métabolisme hépatique est un mécanisme de transformation. C'est-à-dire que lorsque vous donnez de la trinitrine, de toute façon, vous aurez peu de trinitrine à l'arrivée, vous aurez de la dinitrine. Ça s'appelle dinitrate d'isosorbide ou risordan, plus un nitré. Oh là-haut, vous écoutez? Oh. Non, non, mais vous discutez beaucoup. Moi, je vous explique si vous voulez. Mais je vous expliquerai mieux que lui derrière. Enfin, j'imagine. Donc écoutez, parce que ce n'est pas facile. Bon, il y en a pour une demi-heure. Trinitrine se dénitrate en deux composés. L'isosorbide dinitrate, le risordan, se dénitrate en deux composés, deux mononitrates. Et donc vous avez des médicaments qui ont été commercialisés, le Monicor, le risordan, qui sont des médicaments qui évitent tout ce métabolisme hépatique. Et ce métabolisme hépatique, il fait intervenir ce qu'on appelle le premier passage hépatique.
Premier passage, c'est tout simple. C'est que votre système porte va drainer tout ce qui est dans le tube digestif vers le foie et que tout ça va être métabolisé par le foie avant de passer dans la circulation générale. Et ça vous explique pourquoi la biodisponibilité est faible. 5 à 15%, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que 5, ça veut dire qu'environ 10% de la dose totale ingérée se retrouve dans le sang. Donc les concentrations plasmatiques seront faibles. Et puis surtout, comme le métabolisme hépatique est très variable d'un individu à un autre, vous aurez de grandes variabilités d'un individu à un autre. Ça veut dire que vous ne pourrez pas forcément prévoir l'efficacité. Donc ce qu'on appelle l'effet de premier passage hépatique, qui est très important en pharmacologie et en pharmacocinétique, c'est pratiquement uniquement avec les dérivés nitrés que je vous en parlerai. Alors comment on fait pour éviter l'effet de premier passage hépatique? La première chose, c'est de donner des fortes doses. S'il y a 10% de la concentration qu'on retrouve intacte, ou de la quantité, de la dose, ce n'est pas de la concentration, c'est de la dose, eh bien donnons 3 ou 4 fois plus. On aura toujours 10%, mais 10% de 3 ou 4 fois plus, ça fera 30% de l'ancien. On peut répéter les doses. Et en répétant les doses, on sature le phénomène biochimique. Et donc, on essaye de cette façon-là de shunter le processus de dénitration. On peut utiliser ce qu'on appelle des galéniques retards. C'est-à-dire qu'on va distiller progressivement tout au long de l'absorption des concentrations digestives qui vont devenir des concentrations hépatiques, mais on n'aura pas une première grande quantité de médicaments dont une très grande partie va être métabolisée au début pour qu'il ne reste plus grand-chose derrière. On peut utiliser aussi, je vous ai dit, des dérivés mononitrés, donc c'est ce que vous avez vu sur l'encadré, et puis on peut shunter le système de métabolisme hépatique, c'est-à-dire shunter la circulation hépatique. Et vous savez que quand on donne par voie sublinguale ou transdermique ou parentérale, on ne passe pas par le système porte. Donc on shunt la métabolisation hépatique. Et donc, en alternative à Monicor et Risordan, on a maintenant des patchs. Alors vous voyez qu'on est déjà avec des médicaments qui sont très efficaces mais qui ont deux inconvénients. Un inconvénient de tolérance et un inconvénient de premier passage. Donc vous voyez que par exemple une forme comme le patch, qu'on donnerait par exemple à 12 heures avec une fenêtre de 12 heures, on le donnerait de 8 heures du matin à 8 heures du soir mais pas la nuit, pourrait à la fois shunter par absorption transdermique le métabolisme hépatique et puis pourrait aussi répondre au phénomène de tolérance. Et c'est ce qui se passe puisque de plus en plus d'insuffisance coronaire ont des patchs. Les effets indésirables maintenant, toujours pareil, ils sont liés au mécanisme d'action. Donc tout vasodilatateur entraîne des maux de tête, donc des céphalées, qui sont dose dépendantes. On retrouve ces bouffées de chaleur, les flushs, l'érythème. L'érythème, c'est une vasodilatation de les toutes petites artérioles sous-cutanées. Donc cette notion de rougeur de la peau, du visage. Hypotension artérielle à forte dose, parce qu'on baisse la pression par dilatation des artères systémiques, et non pas seulement des artères coronaires ou des veines. Hypotension orthostatique du sujet âgé favorisée par l'hypovolémie. Donc ça, chaque fois que vous parlez d'antihypertenseur, il faut évoquer l'hypotension orthostatique. Et chaque fois que vous évoquez l'hypotension orthostatique, il faut évoquer celle du sujet âgé. Pourquoi? Parce que le sujet âgé est souvent hypovolémique, pas suffisamment hydraté. Donc en se levant, vous savez que chaque fois qu'on se lève, l'orthostatisme, on piège entre 800 cc et 1 litre dans les jambes. Donc un sujet âgé avec des mauvaises veines va en piéger encore plus, surtout s'il est déshydraté, et donc la pression artérielle va être variable. Il existe un syndrome de sevrage avec la trinitrine, les dérivés nitrés. Ce syndrome de sevrage peut être lié à une recrudescence de la symptomatologie ou à des céphalées, et donc il faut que l'arrêt soit progressif.
Et puis retenez la méthémoglobinémie à forte dose, mais ça c'est plus pour les spécialistes, vous verrez ça en spécialité, c'est-à-dire quand en soins intensifs de cardio, il faut de fortes doses de nitroprussiate, mais je ne rentre pas dans le détail qui est un tout petit peu compliqué. Par contre, je développe certains mécanismes des phénomènes de tolérance ou échappement ou tachyphylaxie. Donc je vous ai donné la définition tout à l'heure. Nécessité d'augmenter progressivement les doses pour obtenir un effet stable dans le temps, ou bien on observe des effets de moins en moins marqués avec la même dose au fur et à mesure du traitement. Donc notez cette définition, elle est importante. Mais franchement, elle est très caractéristique aux dérivés nitrés. Et notez les équivalences, tachyphylaxie et échappement. Donc vous avez fini de noter? Allez-y. Donc je répète, nécessité d'augmenter progressivement les doses pour obtenir un effet stable dans le temps, ou bien on observe des effets de moins en moins marqués avec la même dose au fur et à mesure du traitement. Donc c'est très variable d'un sujet à un autre, donc ça s'observe. Les mécanismes sont variés, et depuis que je fais de la pharmacologie, on s'interroge sur la tolérance aux dérivés nitrés. Et le problème n'est toujours pas résolu, et il semble quand même récemment qu'on s'oriente de plus en plus vers la possibilité de la compenser avec des antioxydants. Donc, quels sont les mécanismes possibles? Je vous retenez-en un ou deux, pas forcément tous. La guanylate cyclase soluble se désensibilise, mais elle se désensibilise peut-être à cause de la production d'ions superoxydes. D'ions superoxydes qui vont aussi diminuer la production de NO. Vous savez qu'il y a une balance toujours entre la production de NO et la production d'ions superoxydes. La inos peut se découpler, c'est une autre forme de désensibilisation. Les radicaux thiol dont je vous parlais au début peuvent être consommés en trop grande quantité. Et souvenez-vous que c'est les nitrosotiols qui donnent du NO. Les dérivés nitrés, on appelle ça des donneurs de NO. Et puis enfin, on imagine que les ions superoxydes vont inactiver l'aldéhyde déshydrogénase, ALDH, des mitochondries. Donc plusieurs mécanismes qui passent par les ions superoxydes, par de l'oxydation des fameuses enzymes qui vont aboutir à la production de cyclique GMP, et puis je devrais dire en amont de NO. Donc tout ce qui est NO cyclique GMP peut être oxydé ou désensibilisé. Les contre-indications. Contre-indication absolue. Hypotension sévère. État de choc. Encore une fois, ce sont des vasodilatateurs, des dérivés nitrés qui sont puissants et donc qui peuvent faire baisser la pression artérielle de façon importante. Le Viagra, traitement concomitant par le sildenafil, mais les autres vasodilatateurs de ce type-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont un tropisme sur le corps caverneux, mais ils ont aussi des effets sur le système artériel périphérique. Et donc vous doublez la vasodilatation du système artériel périphérique. Donc on dit logiquement qu'il faut attendre 24 heures après la prise de Viagra pour prendre des dérivés nitrés. Ça sont les contre-indications absolues. Les contre-indications relatives, c'est plutôt les cardiomyopathies obstructives. Vous verrez quand vous aurez les cours de pathophysiologie cardiaque, la cardiomyopathie obstructive est caractérisée par un gradient
qui bloque la chambre d'éjection du ventricule gauche. Et donc, vous devez, pour maintenir une perfusion, avoir un équilibre entre la perfusion en amont du gradient et la résistance en aval du gradient. Donc, vous mettez confère, CMO, cardiomyopathie obstructive, gradient et vasodilatateur. Interaction médicamenteuse et contre-indication, on retrouve le Viagra et on retrouve les autres dérivés avec risque d'hypotension et d'aggravation de l'insuffisance coronaire. Donc vous voyez que les contre-indications, elles sont relativement limitées. On va passer maintenant à la digitaline et on aura fini. Je vous avais dit que c'était fatigant, hein. Tout ça parce que je n'ai que 2 heures pour faire ces 3 cours, et 3 cours qui sont très très importants. Donc la digitaline, les digitaliques, qui étaient des médicaments très prescrits en cardiologie il y a 30 ou 40 ans, sont de moins en moins prescrits. On pouvait parler pendant 4 heures à vos collègues d'il y a 40 ans des digitaliques sur les mêmes bancs. Maintenant, on vous traite ça en une demi-heure et on centre ça essentiellement sur la digoxine. 2 indications de la digoxine, bien moins nombreuses qu'il y a de nombreuses années. Première indication, l'insuffisance cardiaque à bas débit, en particulier quand il existe une fibrillation auriculaire. Donc tous les mots comptent, insuffisance cardiaque, bas débit et fibrillation auriculaire. Alors avant de passer au deuxième, pourquoi? Parce que vous retenez d'emblée 2 propriétés de la digoxine. Première propriété, c'est un médicament bradycardisant, ralentisseur. Donc ça peut être très intéressant en cas de fibrillation auriculaire. Et deuxième propriété, c'est un inotrope positif. Mais la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque a complètement changé. Bon, je devrais dire la thérapeutique et en tout cas la compréhension de sa physiopathologie. Ce qui fait qu'au lieu de prescrire des inotropes purs, maintenant, on prescrit plutôt des vasodilatateurs et vous verrez ça demain dans le cours sur l'insuffisance cardiaque. Donc, insuffisance cardiaque de bas débit. Deuxième indication, trouble du rythme supraventriculaire. Et là, on va rechercher des propriétés de ralentissement cardiaque, ralentissement ou même réduction de l'arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire, ACFA, vous connaissez l'acronyme. Vous avez fait les troubles du rythme déjà? Oui. Et du Flutter. Donc voilà, les 2 indications qui sont assez restrictives de la digoxine. La cible. La cible de la digoxine, c'est quoi? Comme tous les digitaliques, la fameuse NAK-ATPase ou échangeur NAK-ATP dépendant. On vous a parlé de la NAK-ATPase? Donc cette NAK-ATPase, lorsqu'elle est bloquée, elle va utiliser ce qu'on appelle un contre-transport sodium-calcium. Et comme elle n'est plus capable de faire sortir le sodium de la cellule, ce qui est capital pour la repolarisation, souvenez-vous, elle va utiliser l'échangeur sodium-calcium. Donc le sodium va être échangé contre un calcium qui va rentrer. Et donc c'est un moyen, non pas pendant la période de repolarisation et la diastole seulement, mais pendant tout le cycle cardiaque, d'augmenter les concentrations de calcium à l'intérieur de la cellule.
La digitaline est connue depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais ça n'est que récemment qu'on a compris que c'était en bloquant la NAK-ATPase qu'elle était active. Et qu'on a montré, avec des techniques un peu modernes, l'augmentation du calcium dans le myocyte cardiaque. Donc les effets cellulaires, inhibition de l'échangeur, utilisation du contre-transport, et bien entendu cet effet s'exprime beaucoup plus dans le myocyte cardiaque que dans le myocyte vasculaire. L'effet est donc inotrope positif. Il est inotrope positif parce que dès que vous avez plus de calcium dans le myocyte cardiaque, vous augmentez la force contractile du myocarde. Et dans l'insuffisance cardiaque, vous allez voir qu'en fait, il y a deux types d'effets. Il y a un effet d'augmentation du débit cardiaque parce que l'effet est inotrope positif. Et puis, il y a un petit effet de diminution de pré- et de post-charge. Et on vous a appris les courbes de Starling, on vous a appris les relations pression-volume. Eh bien, ça s'inscrit exactement dans ce type de phénomène. Et je vous expliquerai pourquoi. Donc, on dit que l'effet inotrope positif est voisin de celui produit par la noradrénaline, ce qui est relativement fort, mais qu'il consomme moins d'oxygène. Et pour cause, puisqu'il y a moins d'activation de la fréquence cardiaque. Par contre, quel est le risque d'augmenter brutalement du calcium dans un myocyte cardiaque? Eh bien, c'est de laisser cette quantité de calcium en permanence, pas seulement pendant la systole pour que ça se contracte, mais aussi pendant la diastole, où on aimerait le faire fuir pour relaxer le myocarde. Or là, il s'accumule pendant la diastole. Donc, on a des anomalies de la relaxation. Donc, l'inconvénient, c'est la dysfonction VG diastolique, trouble de la relaxation. Et puis, un deuxième inconvénient qu'on appelle les potentiels de phase 4. C'est là-dessus que vos camarades avaient gentiment fait la confusion dans la copie où ils n'avaient pas du tout gentiment triché. Oscillation du potentiel membranaire diastolique de phase 4 avec un relargage oscillatoire de calcium par un réticulum sarcoplasmique qui est surchargé. Ce réticulum sarcoplasmique, il faut qu'il puisse pomper du calcium et le relarguer en fonction de la systole et en fonction de la diastole. Eh bien, quand vous montez quand vous avez moins d'hyperpolarisation, c'est-à-dire que quand vous dépolarisez progressivement en phase 4, vous atteignez plus facilement le seuil d'hyperexcitabilité et vous déclenchez des extrasystoles et des arythmies. Donc deux risques liés à tous les médicaments qui vont augmenter la concentration de calcium intracellulaire. Alors à cause de cela, donc vous voyez que les inconvénients sont là, même si l'efficacité est intéressante, on dit qu'il existe un index thérapeutique étroit ou index bas. Alors je ne sais pas qui m'avait posé, je crois que c'était en fac des sciences ou en fac de pharma, et vos camarades étaient préoccupés par la définition de l'index thérapeutique. Qu'est-ce qu'on met au numérateur, qu'est-ce qu'on met au dénominateur? Moi, je vous propose de retenir une notion simple et de le caler sur le rapport efficacité-tolérance. Voilà, donc on met toujours l'efficacité au numérateur et la tolérance au dénominateur. Ou encore le bénéfice-risque, c'est plus facile. Si vous avez l'efficacité au numérateur, beaucoup d'efficacité, ça va donner un grand index. Et si la tolérance est très mauvaise ou le risque est très élevé, ça va beaucoup diminuer. Donc ça va bien dans les deux sens. Et quand on parle d'index thérapeutique, souvenez-vous, plutôt que de parler de dose, on parle d'efficacité. Si vous avez des doutes, surtout, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'en raison de ces deux inconvénients majeurs, la digoxine a un index thérapeutique bas ou étroit. Ça veut dire qu'on a peu de sécurité d'utilisation. Donc voilà pour l'effet inotrope positif. Il existe un effet chronotrope négatif qui est variable en fonction du type de pathologie.
Globalement, chez quelqu'un qui n'a pas d'insuffisance cardiaque, aucun effet sur la fréquence cardiaque, voire une petite bradycardie, mais pas grand-chose. Chez quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque, là se manifeste un effet qui est de type bradycardisant. Pourquoi? Eh bien parce que la digoxine, et les digitaliques en particulier, au travers de la NAK-ATPase, sensibilisent les barorécepteurs carotidiens. Sensibiliser, eh bien ça veut dire que il donne plus de signal de bradycardie qu'il ne devrait y avoir. Et ça se manifeste par un effet vagal. Hein. P sigma, c'est parasympathique, par un effet parasympathomimétique, donc un effet vagal. Effet vagal égale retrait du contrôle, enfin égal au contraire renforcement du contrôle vagal et retrait des phénomènes accélérateurs. Chaque fois que vous pensez insuffisance cardiaque, et on le reverra avec les inhibiteurs d'enzymes de conversion, pensez baroréflexe. Et là, pareil, vous pouvez lister une petite ligne. Dans l'insuffisance cardiaque, le débit cardiaque est diminué. Puisque le débit cardiaque est diminué, la pression est un peu basse. Puisque la pression est basse, les barorécepteurs carotidiens sont stimulés et vont activer le tonus sympathique. Ils vont même activer le système rénine-angiotensine, ils vont activer tout ce qu'ils peuvent pour maintenir une perfusion en face d'un débit cardiaque qui est insuffisant. Et ça, c'est très mauvais, parce qu'en fait, ils vont augmenter la résistance à l'éjection cardiaque. Donc, dans l'insuffisance cardiaque, le barorécepteur est inadapté. Vous avez eu des cours sur l'insuffisance cardiaque ou pas? Ouais. Bon, vous a expliqué tout ça? Donc, pensez bien, hein, mécanisme compensateur, et dans mécanisme compensateur d'activation sympathique et du système rénine-angiotensine, souvenez-vous bien que le baroréflexe est là. Autre effet dromotrope négatif. Alors celui-là, il nous intéresse beaucoup et il est utilisé en thérapeutique. Cet effet dromotrope, il est cholinergique, de renforcement vagal sur la jonction auriculo-ventriculaire. Et donc ça se manifeste comment? Par une diminution de la vitesse de conduction et par une augmentation de l'espace PR à l'électrocardiogramme. Si vous faites un enregistrement endocavitaire, vous voyez que la période AH, l'espace AH qui correspond à la conduction auriculo-ventriculaire est diminué, est augmenté, il est plus long. Mais il n'y a pas d'effet sur le his Purkinje, il n'y a pas d'effet sur le myocarde lui-même. C'est purement un effet supraventriculaire. Pas d'effet sur la conduction intraventriculaire. Un effet qu'on appelle batmotrope, attention cette fois-ci il est positif, ou un effet d'hyperexcitabilité par diminution des périodes réfractaires. Inotrope, chronotrope, batmotrope, dromotrope, vous connaissez quand même ça. Jamais, vous n'avez jamais entendu parler? Ce sont des vieux termes, vous pouvez le traduire par un effet d'hyperexcitabilité. Tout ça, ce sont les racines grecques. Hein. Chronos, c'est le temps, dromos, c'est le chemin, etc. Donc un effet batmotrope positif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez, en cas de surdosage, vous pouvez faire apparaître une hyperexcitabilité ventriculaire avec des extrasystoles ventriculaires et vous ne saurez plus très bien si c'est un surdosage de médicaments ou si c'est l'aggravation de la maladie. Enfin, voilà, si je vous l'ai écrit là, enfin non, d'une certaine façon, quels sont les effets résultants sur l'électrocardiogramme de surface avec la digoxine? On ralentit la fréquence cardiaque
par ralentissement sinusal, donc c'est une bradycardie, ce sont des médicaments bradycardisants, c'est leur effet principal. Ils augmentent l'espace PR à l'électrocardiogramme, ils diminuent l'espace QT. Diminution de l'espace QT, c'est la diminution de la période réfractaire. C'est ce qu'on appelle l'effet batmotrope positif. Ensuite, vous avez quelque chose qui est tout à fait particulier d'un électrocardiogramme de quelqu'un qui est sous digoxine, c'est qu'il y a un sous-décalage de ST. Et ce sous-décalage de ST, au lieu d'être bien raide dans l'insuffisance coronaire ou dans la souffrance, il est concave vers le haut, on l'appelle en cupule. Et donc ce bel arrondi, ça doit vous sauter aux yeux quand vous regardez un électro, c'est un signe que le patient est imprégné, ça veut dire qu'il prend des digitaliques. C'est un signe d'imprégnation, ça n'est pas un signe de surdosage. Hein, souvenez-vous bien aussi encore. En général, ce qui est écrit en rouge, c'est les erreurs répétées qu'on ne veut plus voir. Un peu de pharmacocinétique. Pourquoi est-ce qu'on décide de vous traiter la digoxine et pas la digitaline? Parce que la digoxine est très biodisponible. 85% de la dose apportée se retrouve dans la circulation. Parce qu'elle est relativement peu liée aux protéines plasmatiques et qu'elle est rapide d'action. Parce qu'elle est hydrosoluble. Et donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Hydrosolubilité égale élimination rénale. Et c'est toujours pareil, quand vous avez d'un côté un avantage, beaucoup de biodisponibilité, de l'hydrosolubilité, etc., ben vous avez des inconvénients, parce que chaque fois que vous avez un médicament hydrosoluble, il peut s'accumuler en cas d'insuffisance rénale. Et en général, les gens qui ont de l'arythmie cardiaque, qui ont de l'insuffisance cardiaque bas débit, c'est des gens âgés qui ont déjà de l'insuffisance rénale. Donc pour vous, le tilt, c'est pour ça que c'est écrit en rouge, digoxine égale attention à l'insuffisance rénale, parce que l'insuffisance rénale va entraîner un risque de surdosage. Voilà, une longue demi-vie plasmatique, 30 heures. Délai d'obtention du plateau sans dose de charge, 5 demi-vies, 6 jours. Et je termine avec les effets indésirables. On a vu que le premier des effets indésirables, c'était l'hyperexcitabilité cardiaque. Et cette hyperexcitabilité cardiaque, elle est ventriculaire gauche, elle n'est pas supraventriculaire. Et ça, ce serait à peu près gérable, mais elle est ventriculaire. C'est-à-dire, on vous a parlé d'extrasystole, de tachycardie et de fibrillation ventriculaire. Hein. Toute la question est de savoir si on est en surdosage ou si la maladie a évolué. Et il faut que vous connaissiez les facteurs favorisants, parce que ça, vous vous en servirez toujours en cardio. Et donc ça, c'est interaction médicamenteuse et facteurs favorisants. On commence par l'hypokaliémie. L'hypokaliémie favorise les troubles du rythme apparus sous digoxine. Si vous êtes bien entraîné dans les réflexes, quel est le médicament qui entraîne de l'hypokaliémie? Les diurétiques. Donc tout de suite, vous vous souviendrez, digoxine diurétique égale risque d'hypokaliémie et d'aggravation. C'est comme ça qu'on travaille les interactions médicamenteuses. J'en vois qui rangent leur petit cahier gentiment, comme ça, parce qu'elles se disent le cours est fini, ça n'a pas d'importance, on est fatigué, nos petits neurones n'ont pas tenu les 2 heures. Eh bien si, parce que l'hyperexcitabilité, c'est très important. Donc justement, ce qu'on va vous raconter le 26 février, c'est ça. Donc vous écoutez. Hypokaliémie. D'ailleurs, vous avez eu raison de ranger vos cahiers, parce que maintenant, c'est plus rare et moins important. Hypercalcémie, quand même. Hypomagnésémie, plus important qu'on ne le croit. Trouble de l'équilibre acide-base, acidité, alcalose, insuffisance rénale chronique, hypothyroïdie, âge, hypoxémie. Vous voyez ? Dès qu'on commence à rentrer dans la pathologie du sujet âgé, donc là vous êtes en P2, mais en D3 vous ferez des modules de iatrogénie, des modules de médecine du sujet âgé, et vous verrez que c'est là que ça devient extrêmement intéressant, c'est qu'on commence à avoir quantité de facteurs déclenchants de complications.
Quels sont les signes de toxicité des digitaliques? Les signes cliniques, ça vous devez le savoir, nausées, vomissements, extrasystole, ambigéminisme. Parce que ça, c'est un bon diagnostic clinique. Quelqu'un qui est sous digoxine et qui commence à vomir et qui a des troubles du rythme cardiaque, c'est beaucoup plus probablement une intoxication qu'une évolution de sa maladie. Et puis, il existe des troubles du rythme un peu particuliers, à la fois supraventriculaires, les blocs sino-auriculaires, les tachycardies sino-auriculaires et les fibrillations auriculaires. Donc voilà, on utilise la digitaline pour traiter une fibrillation auriculaire, pour la réduire, pour maintenir le rythme en sinusal, et puis tout d'un coup, le malade passe à nouveau en fibrillation auriculaire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la maladie elle-même qui a évolué ou on est en signe de surdosage? Voilà. Et bien à ce moment-là, on dose le médicament. Et c'était une des rares indications de dosage de médicaments après les extrasystoles ventriculaires ambigéministes, tachycardie ventriculaire, fibrillation ventriculaire gravissime, puisque ça nécessite un choc électrique. Pour terminer, nombreuses interactions médicamenteuses, des fluctuations de concentration circulante avec un index thérapeutique étroit. Donc ce sont des médicaments à risque élevé, risque iatrogène élevé. Voilà, vous avez mérité votre pause. Pardon.